Nous sommes de retour dans cette émission pour la deuxième partie. Nous parlons de la rétrospective de l'actualité internationale. Et maintenant, nous allons en Afrique et dans le monde. Rappelons que tout au long de l'année 2024, l'Afrique a connu un calendrier électoral très chargé, des scrutins présidentiels, une dizaine, à peu près 12, dans plus de 20 pays du continent, y compris de pays francophones, justement. Qui m'ont rejoint sur ce plateau, le docteur Samson Akieme, enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo. Bonjour docteur. Bonjour. Et avec lui, le docteur Jolimé Ekomi, enseignant à l'École normale supérieure. Bonjour à vous. Bonjour. Et justement, comme je le disais, l'Afrique a eu sa part, la part belle, on va dire, cette année sur l'échiquier mondial, avec plus de 20 pays qui ont connu, que ce soit au niveau législatif, municipal ou présidentiel, même si on parlera plus des présidentielles, qui ont connu, on va dire, des élections. On parle de partis au pouvoir qui ont été enlevés, ou du moins qui ont quitté le pouvoir. On parle de présidents, de nouveaux présidents pour la première fois, comme au Sénégal et comme dans d'autres pays. Comme ça, en entrant dans le sujet, docteur Akieme, quel est votre avis sur la politique africaine au niveau des présidentielles sur le continent en 2024 ? Merci, cher monsieur, de me donner la parole. Il faut d'abord faire ce qu'on appelle en fait une présentation de toutes ces élections. D'accord. Et on avait 19 au total, tout au long de l'année 2024. Et l'essentiel de ces élections se tiennent au dernier trimestre de l'année 2024. Donc, je crois 4-5 élections ont été reportées pour des raisons dont on aura... On abordera ces raisons-là. Et donc, alors, il faut comprendre qu'en Afrique australe, il y a eu des élections, en Afrique de l'Est, dans l'océan Indien, en Afrique de l'Ouest et au Maghreb. Donc, pour ce qui concerne ces élections-là, le constat qui ressort est celui-ci. Il y a eu des continuités. D'accord. Il y a eu des transitions. Il y a eu des reports. Pour les reports, on a les pays de l'AES qui n'ont pas pu organiser ces élections. Pas encore, oui. Pour la majorité des continuités, il y a l'Afrique du Sud, c'est-à-dire des anciens partis au pouvoir qui sont l'ANC. Vous avez le cas du Frelimo au Mozambique, vous avez le cas du SWAPO en Namibie, c'est-à-dire ce sont les mêmes partis politiques qui dirigent le pays et qui tiennent toujours le règne du pouvoir. Les présidents changent, mais les partis sont toujours les mêmes. Donc, c'est la continuité. En ce qui concerne les transitions ou l'alternance, on en note au Sénégal avec Diomaye Faye et aussi au Ghana où il y a aussi une alternance. Et puis d'autres élections qui ont été... Voilà, Somaliland, voilà. Donc, en gros, c'est cette cartographie-là qui sort, c'est-à-dire il y a des continuités, il y a l'alternance, notamment au Ghana et au Sénégal, et des élections qui ont été reportées pour des raisons qu'on va évoquer plus tard. D'accord. Docteur Ekomi, voilà, si on prend le cas par exemple des îles Comores, où Azali Soumani a obtenu un second mandat, beaucoup ont dit que c'était quelque chose de très bien, que ça s'est bien passé, mais après ça, il y a eu une coupure des réseaux Internet et la population a été déconnectée du reste du monde avec la communauté internationale qui a manifesté son inquiétude, sachant qu'il était justement président en exercice de l'Union africaine en février 2024, donc juste avant qu'il n'ait été réélu. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que les États africains ont montré de la maturité, pour parler du cas de l'île Comores ou des autres pays dont justement le docteur Akieme a parlé? Est-ce que les États africains sont plus matures? Cette année a été une année de maturité pour les États africains sur le plan de vue présidentiel. Bien, merci pour la question. En fait, il faut dire que lorsqu'on regarde le temps des installations démocratiques en Afrique aujourd'hui, il y a progressivement une évolution en dents de scie, selon qu'on parle de l'Afrique centrale, ouest, centre, sud, ainsi de suite. Lorsqu'on regarde la question du Comore, en fait, la situation est un peu bizarre. Pourquoi ? Parce qu'on se retrouve avec le président qui se retrouve à la tête de l'Union africaine, ainsi de suite. Mais ce qu'il faut dire, et ce qu'on ne dit pas à ceux qui ne s'intéressent pas à ces choses-là, c'est qu'en réalité, le président de l'Union africaine ne l'est que de manière honorifique.
En effet. Donc, ce n'est le pas... secrétaire général qui guide... C'est la commission de l'Union africaine qui fait tout le travail technique. En effet. Voilà. Et puis, il n'y a pas d'élection. Ça se décide en général en 5 minutes dans une salle. Et voilà. Donc, c'est honorifique. La deuxième chose, c'est que, oui, on a observé les élections aux Comores. Je ne pense pas que le problème ait été la réélection du président. Il peut avoir eu des questions techniques. Bon, en fait, lorsqu'on se penche sur la question, pour ne pas... Il y a certains éléments qu'on n'a certainement pas, parce que ce sont les interprétations qui sont faites après la coupure d'Internet, ainsi de suite. On a essayé de faire le parallèle avec le schéma habituel des élections contestées en Afrique après la réélection d'un président en exercice. Mais il faut quand même regarder l'histoire démocratique du Comore, l'évolution de cette jeune démocratie aujourd'hui. Je ne pense pas que cet incident soit nécessairement la raison pour une raison négative. Ça peut être une coïncidence. Ça a été aussi, on va dire actuellement ils sont plutôt stables. Ça va mieux. Mais c'est ce que ça veut dire. C'est qu'en réalité, s'il y avait des velléités à ce que Internet, qui est le moyen de communication aujourd'hui par excellence, parce que tout le monde peut utiliser les réseaux sociaux et tout cela. Sur le monde, oui. Je crois que ça aurait été le début. Parce que lorsqu'on regarde la courbe de ces pratiques-là en Afrique, en général, c'est au début, avant même que le processus électoral connaisse son épilogue. Donc, pour moi, ce n'est pas un fait qui ternirait l'image, parce que lorsqu'on a regardé le processus, il s'est bien passé. Bon, il y a plusieurs pays, comme tout à l'heure le docteur Akimela dit, 19 Oui, tout. 19, oui. 19. On ne peut pas parler de tout le monde, mais je voulais qu'on parle du cas du Tchad, avec Mahamat Idriss Déby Itno, justement, qui a été élu après la période de transition qu'il a lui-même présidée. Quel est votre avis là-dessus ? Une fois de plus, je dis il est dans la continuité. Il n'y a pas eu de transition, sauf au niveau des personnes, parce qu'il a succédé à son père. C'est vrai par des élections démocratiques, mais cette démocratie-là, il faut qu'on l'analyse vraiment pour mieux comprendre ces choix qui portent beaucoup de dirigeants au pouvoir. Est-ce qu'on doit s'inquiéter du fait que le fils ait succédé au père ? Bon, en termes de démocratie... Est-ce que c'est toujours mauvais ? C'est pas mauvais, c'est-à-dire si on... C'est le fils d'un ancien Premier ministre aussi. Est-ce que c'est forcément mauvais ? Non, tel que c'est fait, c'est-à-dire on a connu aux États-Unis, ou les Kennedy, on a connu aux États-Unis les Bush, père et fils, voilà. Mais en fait, le problème qui se pose, c'est lorsque les choses ne sont pas bien préparées. Je crois que Jolimet commençait à parler du processus. À partir du moment où on commence à costumiser le processus électoral, à changer des constitutions, faire des constitutions sur mesure, voilà, on prépare un troisième mandat ou on prépare un boulevard à ces géniteurs. Là, ça fausse un peu tout. Vous pouvez avoir un enfant qui, de lui-même, avec son charisme, avec son potentiel, se présenter au suffrage devant le peuple et être élu. Mais quand les choses sont faites de torse, voilà, ça laisse un goût amer. Mais, d'une manière ou d'une autre, le processus a été validé par des institutions, parce que la Cour constitutionnelle a validé, c'est une affaire close. Les institutions du pays fonctionnent normalement, donc il n'y a pas de problème en tant que tel. Il n'y a pas de problème en tant que tel. D'accord. Docteur Ekomi, sur le même sujet, on sait que le pays a abandonné son accord de défense avec la France et a opté pour un rapprochement avec la Russie. Ça peut vouloir dire quoi sur le plan des relations justement avec la France ? Le docteur a abordé un aspect qui est très intéressant. Parce qu'au départ de cette affaire, ce que vous avez bien vu, on avait l'impression qu'il y avait un adoubement de l'actuel, du nouveau président du Tchad. Et puis, dans les canaux d'analyse, on s'est un tant soit peu posé la question de savoir est-ce que ce n'était pas une nouvelle préparation de la France ? Parce qu'on ne peut pas l'esquiver, hein. La France a bel et bien été là. Et il y a eu un discours sur la communauté internationale sur lequel on était dans un deux poids deux mesures, parce que dans les autres États, on n'avait pas le même traitement et le même sentiment. Et puis, subitement,
on se retrouve avec ce qui était prédit, parce qu'il y a eu des prédictions, que finalement il allait prendre le pouvoir, mais il n'a pas pris le pouvoir en s'imposant. Il y a eu un processus électoral. Le processus électoral a été mené de manière constitutionnelle. Donc du point de vue légal, c'est un peu malsain de vouloir remettre en question, ainsi de suite. Allons-y voir ce que ça va donner. D'accord. Après. Ensuite, Accordons-lui une quelque chance. chose, et on change complètement de paradigme. On se retrouve avec ce même président qui change de camp. était appelé bébé d'un État, et puis finalement change de camp et va se retrouver contre ceux qui sont aujourd'hui les adversaires importants. Est-ce qu'il a eu le importants. choix? Parce que la zone en question est très stratégique. On parle du Tchad. Au nord, on a les menaces djihadistes. On a le Sahel qui n'est pas loin. Vous savez, est-ce que ce n'est pas aussi un choix, on va dire, en tant que président, il a pris ses responsabilités pour défendre son pays? Est-ce que ce n'est pas ça? Je pense qu'il faut regarder beaucoup de paramètres sur cette affaire. La question du terrorisme aujourd'hui a fait en sorte que beaucoup d'États Son père comme le décède Tchad, justement à cause de ça. effectivement, la question du terrorisme aujourd'hui, puisqu'on peut regarder certains angles, fait en sorte que beaucoup d'États en Afrique sont restés stagnés. Malgré les solutions internationales qui ont été proposées, il n'y a pas eu d'avancée. On a eu le cas, pour la parenthèse, du Sahel, avec le G5. Pendant 10 ans, on avait l'impression que ça s'empirait. Et est-ce que le président actuel, le nouveau président élu, lui, il sait quels sont les enjeux de continuer avec cette politique-là, un. Et deux, on n'a pas fini d'élucider les réelles causes de l'assassinat du père. Et donc, il peut avoir des raisons qui sont, pour moi, des raisons stratégiques, Mais la d'autres phrase que vous économiques. dites, l'assassinat, ça peut peut-être aussi indiquer votre point de vue là-dessus. On parle d'un tir ennemi qui l'aurait surpris sur le champ de bataille. Assassinat, ça signifierait peut-être qu'il y a autre chose qui s'est passé? Oui, on ne fait plus. C'est vrai que ça n'a pas été encore, ça n'a pas encore été formellement présenté ainsi, mais partout ailleurs Mais sur la scène certains experts internationale, disent qu'il y a aujourd'hui, d'autres il y a une analyse possibilités. qui montre qu'il est possible qu'il ait été assassiné. D'accord. Alors, On quelles ne sont les vraies va pas raisons? spéculer dessus, Voilà. mais on comprend donc que le cas du Tchad est un cas qu'on doit observer, on va regarder comment ça évolue, et peut-être que les avis des uns et des autres seront confirmés dans la suite. Oui, Dans un premier allez-y. temps, sans pourtant prédire de ce qu'il en sera, je pense que la décision qu'a prise le Tchad est une décision de stabilité. Oui. Parce que nous avons vu sans ce revirement, ce que le Tchad a été pendant les 10 dernières années. Et qu'aujourd'hui, nous voyons, c'est vrai que ça n'a pas encore mis du temps, mais nous voyons les revirements de stabilité que cela peut apporter. Parce que nous savons qu'il est derrière, le Tchad s'est tourné vers la Russie. D'accord. Et nous savons que l'adversaire farouche de la Russie actuellement en Afrique, c'est la France. D'accord. Voilà. Ok. Maintenant, bon, là on a déjà assez avancé sur les 26 minutes qu'on doit avoir. On va essayer de sortir du continent, on a vu. On aurait pu parler aussi du cas au Togo, les législatives, qui font basculer le pays d'un régime présidentiel à un régime parlementaire, avec le président qui est élu désormais par l'Assemblée, ou en Mauritanie. Mais on va sortir, parce qu'il ne reste que 13 minutes environ. On va aller du côté de la France, où il y a eu beaucoup de choses qui sont aussi passées. Il y a eu, en 2024, il y a quelques mois, la surprise. Emmanuel Macron, après avoir perdu les élections au niveau européen, les européennes, décide de dissoudre l'Assemblée nationale. Déjà, d'entrée de jeu, docteur Akeme, ce choix n'a pas été compris par les observateurs français eux-mêmes, parce qu'il n'y a pas de lien, ou du moins le lien n'est pas tellement évident entre les européennes et les législatives au niveau local. Il aurait pu attendre, il aurait pu simplement faire avec, et le Rassemblement national qui a gagné justement en France aurait été dominant juste au niveau du Parlement européen. Ça n'aurait pas eu d'incident direct, on va dire, sur la politique française. Mais il se lève et il décide de dissoudre l'Assemblée nationale avec les conséquences qui en découlent. Est-ce que le choix était judicieux? Le choix était, en fait, c'est dans des pratiques démocratiques. Et il était dans la pure ligne gaulliste, parce que une élection, lorsque vous l'organisez, si vous échouez, ça veut dire que c'est un désaveu et vous devez en tirer les conséquences. Et c'est ce qu'il a fait. C'est quand même... C'était pas un peu extrémiste, un peu pas? Non, c'est pas extrémiste. Personne ne s'attendait à ça. Personne ne s'attendait à ce qu'il le fasse. Lui-même non plus, mais la décision s'impose à lui. Il faut qu'il la prenne avec beaucoup de froideur. Et c'est ce qu'il a fait. Mais c'est plutôt
cette ruée du parti de Marine Le Pen qui étonne parce qu'on ne l'attendait pas à ce niveau-là. Vous voyez, on ne l'attendait pas. Mais la mesure de dissoudre l'Assemblée est une mesure qui relève, n'est-ce pas, de tout président qui n'a pas pu voir, n'est-ce pas, sa politique être soutenue. Mais ce que je dis, c'est que est-ce que ce n'aurait pas été logique que ce soit au niveau français, c'est-à-dire les élections en France, et qu'ils perdent, et que là, ils décident de mais les élections, ce sont les élections. Oui, mais c'est la représentativité. Les élections, c'est le peuple qui élit. Et le peuple, il a fait un pari. Absolument. Mais un pari qu'il a fini par perdre, docteur Ekomi, parce que dans le cas du général de Gaulle, on sait qu'en 1968, il a dissous l'Assemblée avec objectif de pouvoir récupérer plus. Il a récupéré plus et il a pu avancer. Mais là, il se retrouve avec moins de 30%, je pense, pour le cas de son parti à l'Assemblée, et personne n'a la majorité, même relative, pour gouverner. Qu'est-ce qui se passe? Bon, oui, c'est comme le docteur l'a dit. Hein. Dans le processus démocratique français, il y a des actes qui sont normés par la Constitution française. Et que le président, même s'il se retrouve à minorité, à situation ingouvernable, comme c'est la situation actuelle, nous sommes au 4e Premier ministre, ainsi de suite. 5e. Eh ben, non, le 4e. Je pense le 4e. Eh ben, il faut prendre des mesures pour que le pays ne soit pas stagné. Il faut pas oublier qu'il y a des conséquences économiques. En effet. Lorsque les décisions politiques ne sont pas prises, lorsqu'un budget n'est pas voté, lorsque tout ça, quand on est à cette situation de stagnation, il n'y a toujours pas de budget qui a été voté. Il y a des conséquences. Donc il s'est dit, on va jouer le va-tout que la Constitution française lui permettait en tant que chef d'État. Malheureusement, dans ce va-tout-là, c'était un couteau à double tranchant. Et la conséquence, c'est celle que nous avons. Mais c'est également... on parle du présidentiel maintenant, on dit qu'il risque de ne pas finir son mandat. On parle, Marine Le Pen a déjà dit qu'elle se prépare. Mélenchon... mais ça peut mal se retourner. Parce que... mais c'est de l'opportunisme malveillant. C'est de la que Marine Le Pen et Mélenchon veulent... Parce qu'ils se trouvent en pôle position. Oui. Et le parti... Voilà. Mais ça veut dire que le peuple français n'a rien à dire. Or, c'est le peuple français qui élit. Ce qui fait que, quand on pousse plus loin l'analyse, est-ce que Marine Le Pen le fait pour le bien de la France? Est-ce qu'elle ne le fait pas pour sa situation? Ce que vous dites, c'est qu'elle pense à elle d'abord. À elle, au regard des problèmes qu'elle a au niveau de la justice. Parce que je crois qu'en mars, elle va passer devant les tribunaux, elle risque d'être frappée d'une éligibilité. Elle ne pourra pas se présenter aux élections. Voilà. Potentiellement, oui. Mélenchon aussi, je le vois aussi opportuniste dans cette affaire, parce que c'est lui qui est le meneur de la gauche à l'heure actuelle. Ce qui fait que si on organise les élections à l'heure actuelle, si Macron démissionne, on aura à la tête de ces élections Mélenchon et Marine Le Pen. C'est les deux plus fortes têtes. Voilà. Donc en réalité, c'est une question stratégique. Stratégique. Mais seulement, il faut dire que même si il y a une désapprobation politique au niveau parlementaire de ce que voudrait faire le président Macron, il ne faut pas oublier que le président Macron a été élu par les Français, ce qu'il vient de dire. Et ça voudrait dire que lorsqu'on est aux affaires, et ça vaut pour la France, aujourd'hui, ça ternit un peu l'image de la démocratie française. Même si, en même temps, c'est l'expression de cette vitalité. Parce que tout ce qui est fait a été normé. Ce qui est... Et justement normé par la Ve République, dans la Constitution. Et on parle actuellement, justement, vous parlez de Jean-Luc Mélenchon, il parle de pouvoir basculer à la 6e. Parce qu'il dit que la Constitution actuelle ne correspond pas, ou du moins n'a pas prévu ce qui se passe maintenant, et qu'il faudrait... qu'il faudrait basculer vers une élection anticipée. Bon, oui. Malheureusement, c'est pourquoi on dit que personne n'est devin en politique. Et il faut par contre avoir cette disposition de pouvoir comprendre qu'au centre se trouve l'intérêt supérieur de la nation. Ce que je déplore un tout petit peu, c'est la position quelque peu radicale, compris Marine Le Pen et Mélenchon, rendant ainsi, parce que ce sont les Français qui en souffrent. C'est vrai que sur je vais dire quoi, sur le plan les politiques, la politique française, la politique du président Macron, telle qu'il a voulu la mettre en œuvre, n'a pas eu d'approbation de tous les Français. En effet. Mais seulement, il ne faut pas, pour autant,
on est arrivé à un blocage total de l'État. D'accord. Et rapidement, on va dire un mot sur le fait que l'Europe est en train de basculer à droite. Avant de partir aux États-Unis, on sait que la France n'est pas le seul pays où il y a eu, on va dire, une montée en force de l'extrême droite. On parle de plusieurs pays, même en Espagne d'ailleurs, en Espagne, ainsi qu'en Italie, en allant vers... et les Européens l'ont prouvé d'ailleurs, les élections européennes ont prouvé que la droite... Est-ce que l'Europe est en train est-ce que l'Union européenne n'est pas en danger? Parce que si chaque pays décide de revenir à une forme de nationalisme, est-ce qu'on ne bascule pas? Est-ce que l'Union européenne ne pourra pas, comme l'Angleterre est sortie avec le Brexit, Frexit pour la France, etc. Est-ce que, docteur Hakimi... Il faut dire que l'Union européenne est d'abord une construction des élites. Le peuple a assez de place dans l'Union européenne. C'est une architecture qui est non seulement supranationale, mais qui a du mal à recueillir l'assentiment du peuple. D'accord. Voilà. Je tiens vraiment à ce qu'il nous reste 5 minutes, je tiens vraiment à ce qu'on parle de la grande actualité, certainement la plus grande. Donald Trump qui a tout vécu en 2024, il a vécu 2 tentatives d'assassinat et il a été élu président, le premier depuis plus de 150 ans, je pense, qui a pu gagner, perdre et regagner l'élection. Docteur Ekomi, en 2 minutes, quelle est votre lecture de cela et quel impact sur le monde? Bon, je vais commencer par dire qu'il a tout vécu, il a aussi tout fait vivre aux autres et aux citoyens américains et aux citoyens, aux non-américains. Bon, bref, c'est également... Ce que je lis avec la situation aux États-Unis, c'est que, il y a l'expression de la notion d'institution forte. Parce qu'on dit qu'il a tout vécu. Voilà, il y a eu une interprétation selon laquelle on s'arrangeait à le mettre de côté par des couloirs judiciaires et ainsi de suite. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'en est rien. La deuxième chose, c'est qu'il y a le paramètre non écrit de la gouvernance et la direction des États-Unis qui, aujourd'hui, même si ouvertement on ne le dit pas, a du mal à accepter qu'une certaine catégorie en prenne sa direction. Une femme, vous voulez dire? La coïncidence, c'est que Donald Trump, il a gagné ses élections en face des femmes. D'accord. Voilà, donc il y a ça. Et que c'est quand même le président également... Est-ce que ce n'est pas aussi l'échec de la politique du genre? Parce que les femmes, c'est justement le wokisme et tout ça. C'est là que je voulais en venir. Oui. C'est que malgré ce qu'on peut appeler vitalité de démocratie, modèle de démocratie, et ainsi de suite, on peut toujours retrouver les failles dans les applications. Parce que nous, on s'inspire de ces pays-là à chaque fois que nous voulons bâtir nos jeunes démocraties, sans se rendre compte que lorsqu'on veut s'inspirer de ces pays, il y a des failles. Et ça, c'est un exemple de faille. D'accord, docteur Hakimi. Oui. Il est président, il a déjà menacé de récupérer le Groenland, le Canada, le canal de Panama. Et voilà, il a fait du Trump. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le retour de ce monsieur à la Maison-Blanche? Et il y a beaucoup de sujets qui sont inscrits à l'agenda de Trump, le Moyen-Orient, surtout Israël, parce que vous savez l'attachement que Trump a pour Israël, pour essayer un peu de pacifier, de soutenir Israël dans sa conquête de pacification. On parle d'effet Trump en Syrie, par exemple, avec la chute de Bachar al-Assad. Absolument, absolument. Tout ça se joue. Et même quand vous voyez au niveau de la guerre Ukraine-Russie, vous voyez les incursions de la Russie. En fait, tout le monde est en train de se préparer pour être dans une posture de négociation. Obligé. Voilà, obligé. Parce que nous savons que Trump, c'est quelqu'un qui met pas sa langue dans la poche. Il va prendre des décisions qui vont s'imposer. Et je dis que si vous n'êtes pas préparé à ce que vous puissiez être, n'est-ce pas, capable, vous pourriez voir vos intérêts être mis à mal. Et c'est ce qui explique, par exemple, l'insurrection de Poutine à l'heure actuelle. Parce que Poutine se pose dans une situation où ça va, en fait, les enjeux vont tourner autour de lui. Vous pensez que Poutine aura ce qu'il veut? Absolument, absolument, parce que je ne vois pas Trump, lui-même il est dit, qu'il va dépenser l'argent des contribuables américains pour financer une guerre en Ukraine. D'accord. Et il va la régler en 2-4... Docteur Ekomi, mais pour aller, oui, juste dans ce sens-là, vous voyez ce qui s'est passé. Le président Biden a décidé qu'il accorderait une aide, ainsi de suite, parce que, sachant que le président Trump va... Mais il a tout de suite dit qu'une fois il prendrait ses offices, eh bien, la guerre en Ukraine s'arrêterait Ça s'arrêterait systématiquement. Et il faut, pour finir, il faut retenir que Trump
c'est un milliardaire. C'est le premier président américain qui n'a pas pris de salaire. En matière d'économie, et on a le fantôme de Elon Musk derrière lui ici. C'est le symbole pour les Américains de la défense de l'intérêt. Parce qu'il va toujours tout faire pour défendre l'intérêt américain. Et c'est ce qu'il avait commencé à faire dans le mandat précédent. Et ce qu'il a commencé à faire, vous avez vu d'ailleurs les dernières annonces qu'il a faites sur la Chine, et ainsi de suite. Docteur Hakimi, mot de fin pour terminer cette rétrospective sur l'actualité internationale. L'actualité internationale elle reste sous le prime du président américain, Donald Trump, qui va encore révolutionner, n'est-ce pas, les relations entre les États-Unis et le monde. Et je dis qu'il y aura un focus particulier en ce qui concerne la question russo-ukrainienne. Parce que, comme venait de le dire le docteur, c'est un homme d'affaires. Il ne peut pas s'encombrer des situations qui font dépenser de l'argent aux contribuables américains. Donc, plutôt cette guerre est bouclée, plutôt ça vaut pour les affaires. Et vous savez, dans son cabinet, vous l'avez mentionné, le fantôme de Elon. Voilà. Donc, les affaires sont incompatibles avec ces situations de guerre. Voilà. En effet. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette rétrospective sur l'actualité internationale. Merci encore d'avoir accepté notre invitation, docteur Hakimi, docteur Ekomi. C'est moi qui vous remercie. Espérons vous revoir très bientôt ou alors l'année prochaine pour une même émission. Absolument. Merci à vous. Et merci aussi à vous, chers téléspectateurs, d'avoir regardé cette émission. Restez connectés sur les antennes de Gabon 24. Bonne année et à très bientôt.